Bonjour. Dans le bloc 4, on va voir comment préparer un calendrier de production. Ce bloc-là va nous permettre de mettre en application tous les éléments qu'on a vus dans les blocs précédents, tant au niveau des paramètres qu'on devrait mettre dans un calendrier de reproduction, des paramètres qui sont impliqués, de l'effet de la fertilité, de la productivité, mais surtout, on va pouvoir mettre des chiffres puis voir quels sont les résultats dans un élevage. Calendrier de production, dans le cadre de ce bloc-ci, il y a différents scénarios qui ont été analysés. On a premièrement voulu évaluer l'effet de la taille du troupeau en fonction de ce qui est utilisé actuellement par plusieurs producteurs au Québec avec des troupeaux de plus petite taille. Donc, on a choisi un 50 chèvres ou on voulait aller voir l'effet de rentabilité sur un troupeau de plus grande taille jusqu'à un volume de 300 chèvres. Dans chacun des deux scénarios de 50 ou 300 chèvres, on a ensuite appliqué un rythme de chevretage qui va être différent, donc une intensité de production qui est plus ou moins accélérée. On a donc trois rythmes de chevretage qui ont été analysés. Le premier, le chevretage extensif. Quand on parle d'extensif, c'est qu'on laisse aller la nature, puis on va simplement faire une mise bas par année pour chacune des chèvres qu'on a dans notre troupeau. On est ensuite allé voir un chevretage plus intensif. Je crois, de ce qu'on a discuté avec les éleveurs, que c'est probablement ce qui est souvent utilisé, un chevretage avec un intervalle de 9 mois. Ça veut dire que toutes nos chèvres dans le troupeau, on vise d'avoir une mise bas à un intervalle de 9 mois en continu au fil des années. Puis, on est allé chercher un chevretage qui est le plus intensif, qui permet encore de rencontrer et de respecter le stade physiologique des animaux, mais celui-là vise des mises bas à tous les 8 mois. C'est ce qu'on appelle le 3 mises bas en 2 ans. C'est le chevretage aux 8 mois. Les autres ne sont pas le 3 mises bas aux 2 ans. Dans chacun des calendriers de production, on a ensuite mis tous les éléments qu'on a vus au préalable dans les chapitres précédents. Donc, la date de mise au bouc, la date de retrait des boucs, la date de l'échographie, la date de la préparation à la mise bas, où on va faire une transition alimentaire, donc des frais supplémentaires d'alimentation, la date de début, la date de fin de chevretage, la date de préparation au tarissement, la date du sevrage, la date de flushing et la date de préparation saillie. Pourquoi mettre toutes ces dates-là? Ben, c'est parce qu'il y a des périodes qui impliquent plus de travail, entre autres la période de mise bas où le propriétaire des animaux va avoir à faire plus d'interventions de surveillance, mais aussi toutes les dates qui correspondent aux périodes de transition alimentaire, de lactation ou de flushing sont des périodes où on a des besoins alimentaires plus élevés pour les animaux. Qui dit besoins alimentaires plus élevés dit coûts qui sont associés à cette alimentation-là qui doit être plus soutenue. Donc, c'était essentiel d'aller chercher exactement le nombre de jours travaillés, mais le nombre de jours aussi où il y a des frais supplémentaires pour les animaux en élevage. Puis ensuite, dans chacun des scénarios, on a évalué l'effet d'avoir un, deux groupes ou quatre groupes en production. Donc, une répartition qui est encore plus égale dans l'année. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Dans les objectifs de ces calendriers-là, évidemment, on voulait voir le potentiel de production puis la rentabilité de chaque scénario, être capable d'estimer le nombre de chevreaux qui sont produits par année, estimer le nombre de chevreaux mis en marché par semaine et par trimestre également, pour mettre un peu en parallèle qu'est-ce qui est possible d'aller chercher comme amélioration de prix. On voulait visualiser les périodes de chevretage, mais aussi estimer la charge de travail, comme j'ai dit au préalable. Évidemment, l'ensemble des scénarios repose sur des valeurs théoriques hypothétiques, autant sur la fertilité, la prolificité, parce qu'on n'a pas beaucoup de données réelles de ce qui se passe sur le terrain. Donc, on a considéré ces performances-là pour faire nos saillies en saison et en contre-saison. Puis, on a appliqué également les mêmes paramètres au taux de mortalité puis les proportions de vente. Donc, on a fait des hypothèses de croissance. Donc, il faut toujours prendre ces scénarios puis leur présentation avec un certain grain de sel ou prendre un recul pour se dire que si la mortalité change, si la prolificité change, si la fertilité change dans votre élevage, ben, on peut s'éloigner de la réalité de ces scénarios-là. Donc, ce sont des hypothèses de travail. Première chose, il faut être capable de comparer des pommes avec des pommes. Donc, on a des paramètres qui sont similaires dans tous les scénarios, entre autres pour la fertilité. Donc, on a établi des
des paramètres de fertilité qui sont variables en fonction de la période de reproduction durant l'année. Donc, pour la moyenne de fertilité des femelles en saison sexuelle, qu'on considérait septembre à janvier inclusivement, on est allé chercher des moyennes de fertilité de 98 %. Pourquoi on dit septembre à janvier comme seule saison sexuelle? Oui, les chèvres ont une saison de reproduction plus longue, mais c'est surtout dans cette période-là qu'on peut aller chercher le maximum de fertilité. Ensuite, dans ce qu'on a appelé la transition entre les périodes de reproduction, février-mars, la période février-mars et aussi le mois d'août, qui est vers la fin de l'été, on a appliqué un taux de fertilité inférieur, autour de 80 %. La moyenne de fertilité des chèvres adultes en pleine contre-saison, donc de avril à juillet, on a estimé un 65 %. Évidemment, si vous avez moins que 65 % à cette période-là, il peut y avoir des variations qui vont être importantes sur les résultats. On a appliqué les mêmes moyennes de fertilité dans le même concept chez les chevrettes, mais avec des taux un peu inférieurs à celles des chèvres adultes. La raison, généralement, chez les chevrettes et tous les ruminants de première primipare, on a généralement des taux de fertilité inférieurs. Donc, on a appliqué un taux de fertilité inférieur pour chacune des mêmes périodes. Concernant la prolificité et les taux de mortalité des chevreaux, on a appliqué une moyenne de chevreaux nés par chevretage chez les chèvres adultes de 2 chevreaux par portée, par mise-bas, vivant. Et chez les chevrettes, on est descendu à 1,80. On a appliqué toutefois une mortalité qui était similaire tant chez les chèvres adultes que les chevrettes pour la période de 0 à 90 jours d'âge pour les chevreaux en élevage. Concernant le remplacement et le taux de mortalité des sujets adultes, on a considéré une mortalité des chèvres et des boucs adultes à la ferme de 5 %, un taux de réforme des chèvres adultes, donc un taux de réforme volontaire, qui va être soit le taux de réforme de chèvres improductives, mammites, qui n'est pas gestante à une échographie, par l'âge. Donc ça, c'est vraiment le taux de réforme que le producteur va appliquer pour conserver des animaux productifs. Le tout pour arriver, si on additionne la mortalité à la ferme plus les réformes, à un 20 %, ce qui est un taux minimum qui contribue à renouveler l'ensemble du cheptel en 5 ans. C'est ce qui est recommandé dans la plupart des élevages, autant dans le secteur ovin que dans le secteur caprin. Pour ce qui est des autres paramètres similaires dans tous les scénarios, on a estimé avec certaines hypothèses un taux de croissance avec une estimation grossière. Puis cet élément-là nous permettait de déterminer les périodes de vente, donc les semaines de vente, et de déterminer le nombre de chevreaux mis en vente à partir du début des naissances d'un groupe jusqu'au dernier chevreau mis en marché. On a considéré dans l'ensemble que les chevreaux allaient être vendus pour chaque période de mise bas entre l'âge de 5 à 7 mois, qui permet d'aller chercher les écarts type maximum, minimum chez nos femelles. On a appliqué ça sur une courbe de distribution standard pour commencer les premières semaines avec un peu moins de chevreaux. On atteint un plateau avec un maximum de chevreaux sur le milieu du groupe, puis beaucoup moins vers la fin, pour essayer d'aller chercher une estimation qui ressemble à ce qui pourrait arriver dans la réalité. Le remplacement aussi a été ajouté dans l'inventaire. Donc, on avait notre taux de réforme, mais les chevrettes sont considérées. Donc, à chaque groupe d'accouplement, on a des chevrettes qui rentrent dans l'inventaire, on a des chèvres qui sortent. Donc, c'est vraiment comme s'il y avait un roulement avec un scénario qui est relativement représentatif de la réalité. Ce qui est à considérer, c'est que dans les chiffres que je vais vous présenter, le remplacement n'a pas été retiré du total des chevreaux produits. Sur les paramètres économiques, toutefois, ça a été ajusté pour considérer que ces animaux-là doivent être gardés ou achetés pour assurer le remplacement. Donc, le total des chevreaux qui vont être présentés là inclut les chevrettes de remplacement, mais c'est quand même pas des gros volumes. Puis, l'ajustement économique a été fait par la suite dans ce que Jean-François va présenter. À quoi ça ressemble quand on fait des calendriers de production? Vous pouvez le faire chez vous en prenant simplement les dates que j'ai pris, pas les dates, mais les paramètres que j'ai décrits au préalable. Donc, le début des accouplements, la transition vers le chevretage. Puis, on peut se faire des calendriers dans un fichier Excel, dans un chiffrier, puis le reproduire sur le long terme. Donc, ici, c'est seulement des exemples. Je ne rentre pas dans les détails, mais
de quoi a l'air un calendrier pour un groupe de 50 chèvres à un groupe, 2 groupes de 25 chèvres, donc un troupeau de 50 chèvres avec 2 groupes, ou enfin une intervention avec un plus gros troupeau, 4 groupes de 75 chèvres. C'est toujours les mêmes principes, toujours les mêmes dates, mais ça, c'est une feuille de route qui nous permet de savoir d'où on part, où on va, quelles interventions s'en viennent, puis comment planifier le travail. C'est vraiment quelque chose qui devrait être fait pour chacun des producteurs, de préparer ce genre de chiffrier-là, de calendrier de production-là avec son conseiller, avec son agronome. Donc maintenant, on est rendu à comparer les scénarios. On va commencer par les troupeaux de 50 chèvres. Donc, pour nos scénarios de 50 chèvres, petit rappel, on a utilisé un groupe, donc un chevretage annuel, ou 2 groupes de 25 chèvres. Évidemment, pour 50 chèvres, on ne va jamais le recommander de faire 4 groupes de chèvres à ce volume-là parce que ça va être beaucoup de trop petits groupes à gérer pour pas grand-chose. Fait qu'il y a une grosse charge de travail pour pas grand-chose. Donc, on se limite à 2 groupes. Dans les 2 groupes de 25 chèvres, on a comparé un chevretage intensif, donc aux 9 mois, à un chevretage très intensif. Maintenant, ce qu'on va aller voir, quelles sont les différences, quels sont les résultats, puis on va aussi aller voir quel est le potentiel à la toute fin du bloc 4. Ici, c'est une présentation visuelle de ce qui va avoir l'air votre travail. Pour le groupe témoin, on a considéré ici, j'ai mis les mois pour expliquer. J'ai les mois, septembre, octobre, novembre. Donc, on voit un peu plus qu'une année. L, c'est la période de lutte, donc la période d'accouplement. SA, période de suralimentation, c'est chevretage. On arrive ici au bleu, préparation au tarissement, sevrage. Une période d'attente, début flushing, et on remet à l'accouplement. Donc, on voit qu'entre chaque période d'accouplement, on a 365 jours. C'est une production qui est extensive, un chevretage par année. La période de mise au bouc est relativement longue parce que dans ce type de calendrier-là, on ne va pas avoir de remise au bouc. Donc, on laisse les boucs sur une période prolongée. Donc, on estimait environ quasiment 2 mois d'accouplement pour les boucs pour permettre d'aller chercher plusieurs retours des chevrettes durant la période automnale. Ce qu'on voit ici en V, c'est la période de vente des chevreaux. Donc, quelqu'un qui ferait des saillies en septembre de façon naturelle pourrait commencer à vendre ses premiers chevreaux lourds vers la fin du mois de juin, avoir un pic dans le mois de juillet, début août, et quelques-uns, les derniers de retardataires, vers la fin du mois d'août et le mois de septembre. Donc, ça, c'est pour notre groupe témoin. On compare maintenant avec notre chevretage intensif qui vise que chaque femelle, chaque groupe va être à la reproduction aux 9 mois. On voit ici groupe 1 et 2. Donc, on a nos 2 groupes. C'est les mêmes choses. La période d'accouplement, par contre, elle est limitée. On va se limiter à aller chercher environ 35-40 jours d'accouplement pour aller chercher un retour de chaleur potentiel. Donc, si je prends le groupe 1 ici, j'ai mes saillies en septembre. Je fais une échographie dans un programme comme ça. Je fais une échographie, pourquoi? Pour capter mes femelles non gestantes qui vont être remises à la saillie dans mon prochain groupe qui va être en janvier. L'objectif d'avoir ces groupes-là qui sont répartis aux environ 4 mois, c'est d'avoir des chevretages le plus possible, bien ajustés et répartis dans l'année. Donc, on va avoir une saillie en septembre, une autre saillie 4 mois plus tard, une autre saillie 4 mois en juin, et ainsi de suite. Ce qui nous permet d'avoir, au niveau des accouplements, environ 4 périodes, plusieurs périodes par année. Ici, je le vois, je vais avoir une période de chevretage en début d'année. J'ai mis la ligne rouge ici qui couvre de décembre à l'année suivante. Donc, une période de chevretage, une autre à l'été, une autre à l'automne. Et dans un calendrier très intensif, on va avoir l'équivalent également de chevretage, mais les périodes d'accouplement reviennent beaucoup plus rapidement. Donc, on devance. Si je compare ici le groupe 1, septembre, juin, dans un calendrier très intensif, septembre, août, mai, environ 1 mois avant, parce qu'on est aux 8 mois. Donc, ça prend une régie de pointe au niveau nutritionnel chez les animaux quand on va sur une régie qui est très intensive.
Maintenant, si on compare les scénarios, puis on va aller voir les différences au niveau technique. Évidemment, première chose, le nombre de groupes, c'est évident. On le sait qu'on a notre témoin qui est très extensif à nos calendriers où on a 2 groupes de gestion, donc un peu moins de chefs par groupe, 25 chefs pour chacun des groupes. Le nombre de périodes de mise bas, même si j'ai montré avant qu'il y avait 3 périodes de mise bas, en calendrier intensif, si je le mets sur 3 ans, j'ai pas tout à fait 3 périodes de mise bas par année. Pourquoi? Parce que sur un intervalle de production aux 9 mois, je vais avoir une année avec 3 périodes complètes de mise bas. Mais puisque le calendrier décale à 9 mois, on décale d'un mois comparé à une période de 8 mois, je vais avoir une autre année où je vais avoir 2,4 périodes de mise bas par année, puis une autre année avec 2,6 périodes de mise bas. Parce que sur une séquence de 12 mois par année, ben, on n'est pas sur un nombre qui se divise bien. Donc ici, on le voit, un exemple à la deuxième année, qu'on voit une période complète de chevretage, une autre période complète, ou ici, j'ai juste 3 semaines sur 5. C'est ça qui fait notre moyenne de 2,7 chevretages par année. Autre différence, la durée d'accouplement théorique. Dès qu'on est en calendrier intensif, on va sur une période qui est beaucoup plus courte. Donc, on est allé ici sur un 35 jours versus une durée d'accouplement ici qui était prolongée autour de 2 mois de durée d'accouplement. Ça, évidemment, ça a un effet sur l'âge moyen des chevreaux au sevrage. Dès qu'on est intensif, on va sevrer plus tôt pour remettre les chèvres en reproduction. Sur un programme de régie témoin très extensif, on va dépasser le 100 jours d'âge pour les chevreaux au sevrage. Il n'y a aucune presse à sevrer pour pouvoir remettre les chèvres en marché. Toutefois, quand on va sur des programmes intensifs ou très intensifs, l'âge moyen des chevreaux au sevrage va être inférieur. Donc, on va de 63 à 93 jours. Probablement, ce qui est fait quand on discute avec beaucoup de producteurs, de chefs de boucherie, c'est probablement justement ce scénario intensif d'une mise bas aux 9 mois où on voit l'âge du plus jeune 75 à 110 jours. Ceux qui veulent faire du très intensif, on voit ici que les derniers chevaux retardataires peuvent avoir 45 jours. Ces programmes-là sont utilisés en production ovine, mais rarement on va avoir des agneaux qui sont très, très jeunes parce qu'habituellement, quand c'est bien programmé, bien structuré, les mises bas vont être très concentrées au début du groupe. Fait que la plupart des animaux vont être plus entre 65 à 80 jours d'âge quand on va avoir bien planifié nos groupes d'accouplement, comme on a vu dans les scénarios précédents. Mais ça reste quand même une possibilité si on a quelques retardataires. Au final, la dernière différence, c'est le nombre de chevretages par chèvre par année qui est visé. Donc, évidemment, si je vise pardon, défaut de mon secteur ovin, un chevretage par chèvre par année, je vise 1. Quand je vise un chevretage aux 9 mois, je suis à 1,35 visé. Puis, notre traditionnel, celui qu'on parle tout le temps, qu'on vise le 3 mises bas en 2 ans, c'est le très intensif que je sèvre. Je vise 1,5 chevretage par chèvre par année, qui est le plus intensif de ce qu'on retrouve dans le petit ruminant qui est recommandé au Québec. Donc, quels sont les résultats au niveau du nombre de jours de travail pour les éleveurs et aussi pour les chèvres? Si on regarde au niveau du nombre de jours en production, évidemment, c'est l'intervalle entre chaque cycle. Donc, une chèvre sur un cycle de 8 mois, on vise à avoir une mise bas entre chaque saillie ou entre chaque chevretage de 240 jours versus en témoin 365 jours. Un animal qui est improductif sur une séquence témoin, donc une mise bas par année, la chèvre qui est vide à l'automne puis qui ne colle pas de septembre à janvier, elle va être 365 jours dans votre bâtiment à ne pas produire. Quand on est sur des mises bas qui sont plus intensives ou très intensives, puisqu'on a la possibilité de capter ces animaux-là qui sont non gestants et de les transférer dans un autre groupe ou aussi de prendre la décision de les réformer pour infertilité, ben, on vient de baisser le nombre de jours improductifs pour chaque femelle en élevage. Puis ça, c'est de l'argent en bout de ligne.
Si je considère le nombre total de jours, évidemment, quand je suis dans un calendrier intensif ou très intensif, j'ai plus de mise bas, j'ai plus de périodes d'accouplement, j'ai plus de périodes d'accouplement en contre-saison, donc j'ai plus de possibilités de capter un moment où au moins une femelle est vide dans l'année. Fait qu'ici, ce qu'on calcule, c'est le total de tous les jours où une femelle va être captée vide entre une fin de saillie et une échographie. Fait qu'il y a quand même des jours d'improductivité, mais ce qu'il faut, c'est rapporter ce nombre de jours-là sur le total des chèvres en inventaire. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande possibilité d'améliorer, de réduire le nombre de jours improductifs par chèvre en inventaire quand on va accélérer le taux de mise bas de nos chèvres. Concernant le producteur, il va avoir un effet sur le nombre de jours travaillés durant la période d'élevage qu'on a considéré ici vraiment la période de travail plus intensive qui est relatif à la période de mise bas, donc le nombre total de jours entre le début d'une période et la fin d'une période de mise bas. Puisque ici, on a une période de mise bas qui est prolongée, à cause qu'on a une durée de saillie qui est prolongée, on a considéré un 63 jours qui est équivalent à la durée d'accouplement. Dans les deux autres scénarios, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de jours, mais c'est parce qu'on a 3 et 2,7 périodes de mise bas d'une durée de 35 jours chacune. Toujours très théorique. Donc, au niveau technique, puis on va se rendre au niveau économique, quels sont les résultats? Si on commence par le plus intéressant, le nombre de chevretages par chèvre qui est réalisé réellement. On voit que sur une régie témoin, on ne réalise pas notre chevretage. C'est à peu près impossible d'une année à l'autre d'avoir 100% de fertilité. On va toujours avoir une chèvre qui soit n'a pas collé ou a avorté ou perdu ses petits en cours de route avant la période de mise bas. Quand on arrive sur les chevretages intensifs ou très intensifs, on est entre le 1,13 et 1,28 chevretages par chèvre par année avec les taux de fertilité qui étaient présentés au préalable. L'effet sur le nombre de chevreaux réchappés par chèvre par année est vraiment important. Ici, on s'approche en intensif d'un 2 chevreaux réchappés, donc potentiellement disponible pour la mise en marché et au-dessus de 2 pour une mise bas avec une régie très intensive, ce qui donne un total vraiment considérable de plus 30 et plus 54% d'amélioration par rapport à une régie témoin. Donc, c'est vraiment non négligeable pour un producteur. Maintenant, si on voit au niveau des chiffres, je laisse Jean-François vous présenter les résultats. Alors, maintenant que Joanne vous a bien expliqué les différences au niveau technique entre les modèles, le groupe témoin, le groupe intensif et le groupe très intensif, c'est le moment de sortir la boîte à outils que je vous ai fournie lors du bloc 3. On regarde les outils qu'on avait. Dans le cas où on veut faire une prévision des résultats une fois qu'on s'est fixé des objectifs pour anticiper ce que ça pourrait donner, c'est le budget qui est l'outil adapté. Alors, on a fait un budget pour faire une prévision là, des résultats. La principale différence que Joanne a mentionnée au début, c'est une augmentation évidemment du nombre de chevreaux vendus par année, par chèvre. Donc, ça fait un gain de productivité et d'efficacité d'environ 13% pour le scénario intensif versus on va jusqu'à 25% pour le scénario très intensif. On a mentionné aussi dans la formation qu'un des avantages d'augmenter le rythme de chevretage, c'est vraiment d'avoir plus d'agneaux à vendre, mais aussi tout au long de l'année. Ça fait une différence sur le prix. Donc, on a considéré un faible écart de prix annuel pour aller chercher vraiment un maximum du marché. Ça explique les différents résultats au niveau des produits. Si on regarde au niveau des charges, évidemment, il y a toujours un contre-coup. Le gain de productivité augmente nécessairement un gain d'alimentation au niveau des chèvres. On a parlé qu'on réduisait la période improductive et le nombre de chèvres improductives par année. Nécessairement, ça vient augmenter le nombre de jours où les chèvres sont en lactation, en allaitement, donc le besoin alimentaire est un petit peu plus grand. On a considéré une hausse des frais d'alimentation au total de 10% pour le scénario
intensif et de 15% pour le très intensif. Donc, ce qui nous donne une hausse des frais d'alimentation. Au niveau des frais directs pour les animaux, ben, c'est les frais de mise en marché qui sont en conséquence, là, on vend plus d'animaux. Évidemment, il faut considérer une augmentation des frais d'encamp et de transport pour ces animaux-là. Et finalement, ben, au niveau des frais fixes, c'est la beauté des frais fixes, là, ça ne bouge pas d'un scénario à l'autre. Fait qu'on considère qu'avec les mêmes actifs, le même bâtiment, on est capable d'atteindre les meilleurs niveaux de productivité. Donc, au final, on a une hausse des revenus plus importante que les dépenses. Donc, ça devrait permettre, si tout ça est théorique, là, mais ça devrait permettre, dans le meilleur des mondes, de pratiquement doubler la marge sur les déboursés. Donc, au niveau du intensif, on double entre le témoin et l'intensif. Et même si on arrive à atteindre un niveau très intensif, mais on vient encore une fois presque doubler là, la marge de disponible. Parce qu'on ajoute beaucoup plus de revenus que de charges supplémentaires à ces niveaux-là. Le contre-coup que Joanne a mentionné, c'est vraiment au niveau du travail. Donc, plus de périodes de mise bas vient nécessairement augmenter là, le travail direct avec les chèvres. En termes basé sur le nombre de jours que Joanne vous a présenté, on estime environ 15% d'augmentation le temps de travail nécessaire pour le scénario intensif. Alors que pour le scénario très intensif, on est plus de l'ordre de 20% d'augmentation du temps de travail. Là. On se rappelle qu'il n'y avait pas un écart moindre là, entre le nombre de mises bas par année entre l'intensif et le très intensif. Ce qui fait, si on fait un calcul rapide, même pas besoin de sortir de la calculatrice, si on double la marge puis on augmente de 15% le temps de travail, mais on vient nécessairement augmenter son taux horaire, hein, donc il reste plus de marge pour rémunérer le travail qu'on fait sur l'entreprise dans le cas des deux scénarios. Donc, ça vient résumer un petit peu le premier scénario pour les 50 chèvres. Donc, je vais laisser la parole à Joanne là, pour présenter le prochain scénario. Maintenant, on est rendu à la comparaison des scénarios pour du 300 chèvres. Dans le troupeau de 300 chèvres, on a considéré 4 groupes de 75 chèvres pour ne pas avoir 2 seuls gros groupes qui donnent une charge de travail trop importante à quelques périodes de l'année. Pour nos 4 groupes de 75 chèvres, on a considéré de nouveau 2 types de périodes, soit une période intensive avec un chevrotage qui a un intervalle de 9 mois ou très intensive qui vise un 3 chevrotages en 2 ans. Ici, on n'a pas pris de notion de groupe témoin parce qu'avoir 300 chèvres qui vont faire une mise bas par année, c'est vraiment pas une bonne recommandation. Côté charge de travail, coûts d'alimentation qui sont très, très, très périodiques et aussi la période de mise en marché qui va être complètement tout au même moment dans l'année. Même chose que le premier scénario. Quelles sont les différences? Quels sont les résultats? Et aussi, à la fin, quel est le potentiel? Donc ici, je présente, c'est la même chose, ça fait beaucoup de couleurs, mais ce qu'on voit, c'est un 4 groupes aux 9 mois. Donc, on a les groupes 1, 2, 3 et 4, 75 chèvres par groupe, puis on est capable avec ça de répartir uniformément les mises bas et les chevrotages dans l'année. Donc, on a des périodes de chevrotage et de saillie qui surviennent à tous les 67-68 jours. Donc, on les voit ici, septembre, environ 2 mois plus tard, novembre, une autre période d'accouplement, janvier et ainsi de suite. Donc, en continu dans le troupeau, on a une gestion des accouplements. Dès qu'on a une échographie, il y a tout de suite une possibilité de remettre la chèvre qui est non gestante dans un autre groupe sans aucune attente. Donc, on vient encore, là, avec 4 groupes, de réduire le nombre de jours improductifs des femelles qui sont non gestantes. Dans un 4 groupes aux 9 mois, on a 5,4 périodes de mise bas par année. On les voit ici. Ici, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on voit ici que si je compare une année complète, j'ai 2 semaines pendant la première année et 3 semaines sur l'autre année. Donc, on va avoir une année à 6 périodes de mise bas, une année à 5,1 périodes de mise bas, puis une année à 5,3 périodes de mise bas, ce qui fait une moyenne d'environ 5,4 périodes de mise bas par année. Puis, ce qui est le défaut un peu
du calendrier à 9 groupes, c'est que les périodes de saillie et de chevretage se déplacent toujours un petit peu entre les années, ce qui fait que d'une année à l'autre, on risque d'avoir des saillies qui décalent dans des périodes où la fertilité est un petit peu plus difficile, où c'est un peu plus difficile d'aller chercher un grand taux de succès en fertilité. Par exemple, si on veut éviter le mois de juillet qui est généralement très chaud, sur un calendrier aux 9 mois, on va toujours avoir d'une année à l'autre un groupe qui glisse sur cette période-là. Dans le calendrier à 4 groupes, avec 300 chèvres, on peut voir qu'on a des ventes qui sont possibles presque à chaque semaine. Donc ici, j'ai ma période de vente. J'ai une semaine que j'aurai rien possiblement à vendre. J'ai un autre groupe qui repart, une autre semaine qui n'a rien à vendre et je repars et ainsi de suite. Donc, on a une répartition qui est quasi parfaite des ventes pour remplir des contrats pour la restauration ou pour mettre en marché des chevreaux sur à longueur d'année avec un client particulier. Si je compare avec le 4 groupes aux 8 mois, j'ai mes 6 périodes de chevretage. Mes groupes restent très fixes dans le temps. C'est un calendrier que j'aime beaucoup parce qu'il y a une très bonne planification pour le travail. S'il y a des périodes où vous ne voulez absolument pas avoir de mise bas, exemple Noël, vous ne voulez pas avoir de mise bas en juillet ou au début du mois de juin, on est capable de fixer le calendrier dans le temps parce qu'il n'y aura pas de décalage comparé à un calendrier aux 9 mois. Donc, dans cet exemple-là, je vais toujours avoir 2 groupes qui vont toujours être accouplés en septembre, en mai et en janvier en continu dans le temps. Les 2 autres groupes vont toujours être accouplés en novembre, en juillet et en mars. Puis les mises bas, on va suivre ces mêmes périodes-là. Chevretage plus intensif aux 60 jours toujours. L'intervalle entre les échographies, même chose, on n'a pas d'improductivité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des ventes à l'année. Il n'y a aucune semaine où il y a un trou. Je vais une vente ici, la semaine suivante, l'autre groupe recommence. Donc, on est capable d'avoir une répartition très, très homogène de la vente de nos chevreaux tout au long de l'année. Quelles sont les différences? Sur mon 300 chèvres, bon, on vient d'en parler, le nombre de périodes de mise bas et de saillie par année, 5,4 ou 6. Ensuite, l'âge moyen des chevreaux au sevrage, c'est la même chose que dans les calendriers préalables parce que c'est exactement les mêmes séquences. Donc, quelqu'un qui aimerait pas ou voudrait jamais avoir de chevreaux qui sont sevrés en moyenne vers 70 jours, c'est sûr que le calendrier très intensif ne cadre pas avec ses objectifs de production. Mais quelqu'un qui a une bonne régie d'alimentation, qui est capable de soutenir l'alimentation et des chevreaux et des chèvres adultes et des chevrettes, est largement capable d'aller chercher un système très intensif. Sinon, on a l'intensif qui est notre productivité aux 9 mois. Donc, il y en a un qui vise 1,35 et l'autre 1,50. C'est idem à ce qu'on a vu au préalable. C'est juste le nombre de groupes qui augmente. Quels sont les résultats? Donc, le nombre de jours de travail pour l'éleveur et les chèvres. Ici, c'est l'intervalle. Quand on vise 3 chevretages en 2 ans, on est sur le 240 jours d'intervalle entre chaque mise bas. Chose intéressante, le nombre de jours improductifs est limité. On a seulement à prendre une femelle qui est vide, puis on a tout de suite un autre groupe pour pouvoir la remettre. Donc, le nombre de jours improductifs est vraiment réduit au minimum. Le nombre de jours total où au moins une chèvre est vide dans l'année, bon, évidemment, ça a l'air fou un peu parce que c'est comme s'il y a plus de jours, mais c'est parce qu'on a dans ça des chèvres de chacun des groupes qui sont vides, puis on le multiplie par 6 groupes. Mais quand on rapporte au nombre de jours moyens et productifs, là, c'est très, très minime parce qu'on est capable de faire un très bon roulement, puis de réformer les chèvres qui ont des problèmes de fertilité, les capter tout au long de notre régie d'élevage. Pour le producteur, évidemment, le fait qu'on ait beaucoup plus de périodes de mise bas augmente la charge de travail, mais évidemment, il faut considérer qu'on est dans une taille de troupeau qui est beaucoup plus importante. Mais c'est le fait qu'on ait 5,4 ou 6 périodes de 35 jours de mise bas qui occasionne ces hausses-là par rapport au scénario de 50 chefs. Quels sont les résultats au niveau technique? Bon, évidemment, on a une hausse du nombre de chevretages par année, une hausse du nombre de chevreaux réchappés par femelle par année. On est au-dessus de 2 dans un
Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de périodes de qualité. On a plusieurs périodes de saillie à l'automne et des périodes au printemps, puis on est capable dans un 8 mois d'aller cibler des périodes, d'éviter plutôt les périodes où on risque d'avoir des baisses de fertilité. Et le nombre moyen de chevreaux réchappés par année, ben là, on commence à jaser, là, on est avec des bons volumes qu'on est capable de répartir tout au long de l'année. Maintenant, au niveau financier, je laisse la parole à Jean-François pour présenter qu'est-ce que ça ressemble au niveau de ce qui va rester dans vos poches à la fin de l'année. Donc, encore une fois, on va regarder au niveau du budget les résultats là, de l'accélération du rythme de chevretage, comme Joanne a présenté au niveau technique. Donc, au niveau économique, ça ressemble essentiellement là, aux hypothèses qu'on avait émises pour la production sous 50 chèvres. Mais pour les 300 chèvres, le gain est intéressant, mais est un petit peu moins là, par rapport à un groupe témoin dû au fait qu'on avait déjà plusieurs groupes de mise bas, donc une possibilité de transférer d'un groupe à l'autre et de réduire le nombre de jours improductifs comme tel. C'est pour ça qu'au niveau entre le groupe témoin et l'intensif, il y a un gain de productivité. Et encore une fois, il y a la possibilité d'aller chercher un meilleur prix du marché, là, considérant qu'on vend à l'année. Donc, c'est les hypothèses là, de 13% au niveau intensif, puis un 25% au niveau très intensif là, de gain au niveau des revenus. Si on regarde au niveau des dépenses, donc, il y a une charge plus importante là, pour les chèvres de produire plus de chevreaux, évidemment. Donc, on devrait avoir une augmentation des frais d'alimentation de 10% dans le cas du intensif et un 15% dans le cas du très intensif. Cette charge, comme les frais d'alimentation à la base étaient un petit peu moins élevés par chèvre que ce que c'était pour le 50 chèvres, c'est pour ça qu'on a une augmentation, là, mais dans une moindre mesure un peu là, qu'on avait quand on a regardé les résultats économiques précédents. Au niveau des frais directs d'animaux, évidemment, c'est le même principe là, qu'on vient ajouter des frais pour la mise en marché des chevreaux supplémentaires. C'est le même cas que les frais fixes demeurent constants entre les différents scénarios. On a les mêmes équipements essentiellement, là. Donc, au niveau de la marge, on avait déjà une marge plus élevée. Là, on était à tout près de 100 pour le groupe témoin par chèvre. Donc, un scénario intensif devrait permettre d'augmenter d'environ 50% cette marge-là là, pour atteindre 145 par chèvre. Et le scénario très intensif avec les gains de productivité devrait nous permettre là, de doubler cette marge-là sur les déboursés. Comme on a vu dans le scénario pour les 50 chèvres, il y a quand même une augmentation là, des temps de travaux dans les périodes de mise bas qui sont plus fréquentes. Donc, on a une augmentation pour les frais directs avec les chèvres. Quand je dis ça, c'est pour exclure, dans le fond, les frais de production de fourrage qui sont, oui, un temps un petit peu plus élevé, là, mais c'est négligeable comparativement vraiment au travail spécifique à la chèvre. Donc, encore une fois, un 15% au niveau du travail pour l'intensif et un 20% au niveau du très intensif, avec le même constat que la marge sur déboursé aurait tendance à augmenter plus là, que le travail nécessaire qui est impliqué pour obtenir ces résultats-là, donc avec une augmentation du taux horaire de rémunération du travail. Fait que ça vient compléter au niveau des budgets de production, tant pour le 300 chèvres. Ça vient résumer aussi les notions qu'on a vues. Mais même avec un scénario très intensif, on se pose la question, est-ce qu'on a atteint le plein potentiel du troupeau? C'est ce qu'on va voir avec Joanne. Maintenant, j'ai décidé d'ajouter quelque chose pour voir quel serait le potentiel optimum en améliorant la fertilité tout au long de l'année. Ici, je fais juste un rappel sur les performances de fertilité qui avaient été euh, mis dans nos hypothèses de travail. Mais si, admettons, on utilisait la photopériode de façon annuelle, autant chez nos boucs que chez nos chèvres, et qu'on allait chercher des taux de fertilité qui sont
ceux qu'on observe avec le même type de protocole en production ovine, donc autour de 85 et 90 de fertilité, même en contre-saison, quel serait l'effet sur le potentiel de production? Ici, je ne vais pas aller dans les détails, je vais aller directement au résultat avec une amélioration de la fertilité. Donc, si je regarde un intensif photopériode versus un très intensif, on a une augmentation significative, très significative du taux de productivité, donc du nombre de chevretages qu'on réalise. On passe à 1,26. Ça, c'est des taux de fertilité qui s'approchent justement du 88-90 de fertilité annuelle, incluant les mois qui sont plus difficiles de contre-saison. Idem au niveau du très intensif, on est dans le même genre de paramètres. Puis ça, évidemment, sur le nombre de chevreaux réchappés, on a une très grande hausse. 0,2, un petit peu plus que 0,2 chevreaux, c'est énorme comme revenu à la fin. Même chose ici. Donc, dans les deux cas, on a une augmentation qui est significative dans un troupeau de seulement 50 chèvres par rapport à une une fertilité qui serait plus moyenne dans les scénarios préalables. Si je vais sur un 300 chèvres, on irait dans les mêmes paramètres. Donc, on va dans le 70 à 80 chevaux de plus dans les deux scénarios. Celui-ci, avec 9 mois, plus en bas de 80, lui au-dessus de 80, mais on est dans les mêmes choses. On augmente le taux de chevretage réalisé, on augmente le nombre de chevreaux réchappés, et on a une augmentation vraiment significative du nombre de chevreaux réchappés par femelle par année. On n'a pas fait les calculs économiques. À vous de voir quel est le potentiel chez vous, mais vous voyez que chaque pourcentage d'amélioration de fertilité par une meilleure régie joue beaucoup sur les chiffres à la fin de l'année. Puis ça va dans les deux sens. Vous avez des moins bonnes performances, ça va baisser. Vous avez des bonnes performances, vous planifiez bien votre travail, vous pouvez aller chercher un revenu qui est vraiment significatif. Donc, en conclusion, sur les scénarios, ce qu'on peut voir, c'est que le potentiel de productivité il est vraiment présent. Il faut seulement planifier le travail. C'est vraiment le taux de chevretage, la fertilité qui sont des éléments très importants. Dans nos scénarios, on n'a pas parlé de la mortalité. Évidemment, plus vous allez augmenter votre productivité, si la prolificité monte, toute la régie doit quand même rester là pour contrôler le taux de mortalité puis maximiser le nombre de chevreaux qui vont être vendables par année. Et toujours, il faut le dire, c'est des scénarios qui sont hypothétiques. Donc, c'est selon des paramètres qu'on a estimés, qu'on a décidés. L'efficacité du travail reste toujours très, très importante. Le contrôle des coûts de production. Puis, bien évidemment, moi, je suis une vendue, mais je crois qu'il y a des projets de développement en photopériode qui seraient vraiment souhaitables pour justement aller chercher cette augmentation maximale et aller chercher le potentiel de productivité de votre espèce caprine.